Et si cela est maintenant combiné avec la robotique, alors nous sommes vraiment à un tout autre niveau. Parce qu'alors, en effet, des robots humanoïdes dotés de l'autonomie, de la puissance de l'IA et de la connectivité feront partie intégrante de notre vie. Ils sont déjà là et en construction, mais en Allemagne, nous ne le voyons pas vraiment. Mais si tu fais simplement une recherche sur Google ou si tu demandes à ChatGTP ou Google Gemini de te montrer des fabrications robotiques quelque part en Chine, tu as vraiment l'impression d'être dans Star Wars avec une immense armée de robots alignés. Mais ce n'est justement pas tiré d'un film de science-fiction, ce sont simplement des robots produits en masse qui sont déjà entreposés en Chine et qui vont bientôt arriver sur le marché, ou qui sont déjà là. Professeur Meuring, l'intelligence artificielle est omniprésente dans les discussions actuelles. Certains redoutent un effondrement, d'autres y voient la plus grande révolution de l'humanité. Vous suivez ces bouleversements depuis des années. Heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. 2026 devrait être plus éprouvant que 2024 et 2025 réunis avant que nous ne plongions dans l'apocalypse. Qu'est-ce qui vous donne encore de l'espoir en ce moment? C'est vrai que cela devient plus éprouvant car tout s'accélère, nous en parlerons sûrement aussi. Ce qui me donne de l'optimisme, c'est que les sujets dont nous allons probablement parler aujourd'hui sont enfin de plus en plus souvent abordés. Je ne suis pas encore tout à fait sûr que cela soit déjà parvenu au grand public. Parce que pour l'instant, je n'entends presque rien à ce sujet dans les médias grand public comme ARD, ZDF, etc. Mais aussi sur YouTube et sur les réseaux sociaux dans différents domaines, la révolution de l'IA et aussi la disruption de l'IA sont déjà un sujet. Et cela attire actuellement l'attention, ce qui est absolument nécessaire. L'année 2030 est souvent vue comme l'objectif final, après quoi il n'y aura plus de retour. Beaucoup parlent du grand reset. Quel serait le pire scénario? Ce que personne n'ose dire tout haut? Le pire scénario, c'est le chômage de masse, l'effondrement du système social, la dissolution de la société. Et dans le pire des cas, il pourrait même y avoir des guerres, car c'est vraiment le point de non-retour. Parce que le développement est actuellement si rapide et que du côté politique, rien n'est fait pour préparer les gens à cela, sans parler de diriger ou de réguler tout cela d'une manière ou d'une autre. Et si nous manquons le moment où nous pouvons encore agir, et c'est ce qui est en train de se passer, alors cela peut vraiment aller dans cette direction. Vous l'avez déjà mentionné plusieurs fois. Politique et médias grand public restent totalement silencieux. Quel est le chiffre ou la statistique que vous aimeriez mettre sous le nez de chaque homme politique allemand? Le chiffre et la statistique, c'est la disparition extrêmement rapide des emplois d'entrée de gamme, car c'est quelque chose que nous observons depuis un demi, voire trois quarts d'année. Surtout que les emplois en bas de l'échelle sont supprimés ou même plus du tout proposés, et ça, c'est un scénario catastrophe, surtout pour les jeunes qui font une formation, qui étudient et qui veulent commencer leur vie professionnelle, mais qui ne le peuvent plus parce qu'il n'y a tout simplement plus d'emplois pour eux. C'est déjà bien plus extrême au Royaume-Uni et aux États-Unis qu'en Allemagne, mais on le voit aussi en Allemagne. La raison pour laquelle ce n'est pas aussi extrême en Allemagne, cela pourrait d'abord sembler positif, mais c'est simplement parce que l'économie chez nous va tellement mal qu'il y a de toute façon relativement peu d'offres d'emploi et d'embauche. Du coup, ça ne se remarque même pas. Mais la tendance est là et c'est justement important pour l'avenir des jeunes. Mais comme nous venons de le dire avec le pire des scénarios, au final, c'est toute la société qui est concernée. J'ai effectivement remarqué cela aussi dans mon entourage direct ces dernières semaines et ces derniers mois. Des personnes qui postulent en ce moment se rendent compte qu'on est actuellement sur un marché dominé par les employeurs, où très peu de postes sont proposés. Elles sont invitées à de nombreux entretiens, mais aucune décision réelle n'est prise. Monsieur le professeur, l'Allemagne a une électricité chère, manque de matières premières et de puces électroniques. Quelle place pouvons-nous espérer dans les 3 à 5 prochaines années? Vous avez évoqué des scénarios de guerre civile et la destruction massive d'emplois. Quelle direction allons-nous prendre? Donc vers où nous allons dériver, il faudra attendre pour le savoir. La direction, nous l'avons déjà évoquée. Si rien ne se passe simplement parce qu'on parle d'autre chose, mais pas de l'essentiel, si on ramène ça à l'Allemagne, alors il faut faire le deuil de vouloir encore jouer dans la même ligue que les États-Unis ou la Chine. Ce que nous pouvons et devons encore maintenir, c'est de rester au niveau de la France et de la Pologne. Parce que la France est en train de prendre une belle avance sur nous, surtout dans les nouvelles technologies. Et la Pologne, c'est l'autre voisin que nous avons, mais personne ne l'a vraiment à l'esprit.
Et quand on va en Pologne, on y voit beaucoup d'Allemands avec de très grands yeux et la mâchoire qui tombe jusqu'ici parce que c'est un pays qui prospère énormément et nous devrions en fait prendre exemple sur eux. Parce que ces deux pays montrent que cela peut aussi fonctionner en Europe avec les bonnes décisions économiques et politiques. Malgré tous ces changements et ces disruptions, réussir à garder le cap, je ne vois cependant ni la raison ni les signes de cela en Allemagne. Nous discutons des arrêts maladie ou des câbles électriques coupés à Berlin ou d'autres choses similaires. C'est important, mais ce ne sont pas les vraies questions d'avenir. J'ai effectivement beaucoup d'amis polonais dans mon entourage, et ce sont vraiment tous des personnes travailleuses, très loyales et très attachées aux valeurs. Je crois qu'il y a eu par le passé quelques startups polonaises, même dans le domaine de l'IA. L'une d'elles, je crois, a été vendue pour un montant de plusieurs milliards, donc il semble vraiment s'y passer beaucoup de choses. Oui, tout à fait, parce que la Pologne était justement dans cette situation dans les années 90 et aussi dans les années 2000, qu'ils n'avaient pratiquement plus rien, tout s'est effondré et ils ont dû se réinventer et ils ont saisi cette opportunité. Et cela avec un modèle très libéral. En Allemagne, c'est toujours décrit et présenté un peu différemment, pas avec Kaczynski et tout le monde à droite et ainsi de suite. D'accord, oui, c'est vrai, aussi ultra-conservateur jusqu'à la droite, mais la politique économique a toujours été très axée sur la concurrence et cela porte ses fruits aujourd'hui. Alors soyons très concrets. Monsieur le professeur Moring, quels emplois seront les premiers à être supprimés en Allemagne, en Europe, au cours des 12 à 24 prochains mois? D'abord, ce que nous voyons déjà, donc les emplois d'entrée, ces postes juniors typiques. Ensuite, cela touchera aussi le management intermédiaire et les cadres moyens dans les entreprises. Et on peut s'y référer. Plus ces processus de travail sont organisés et réglementés, plus ils seront rapidement remplacés par l'IA. Des domaines comme le contrôle de gestion ou la comptabilité ont des règles et directives très claires. Je peux automatiser cela lorsqu'il s'agit d'approvisionnement et d'achat. Cela signifie que je compare des offres et que je les recoupe d'une manière ou d'une autre avec le stock. Et qu'est-ce que je dois acheter ou commander maintenant? Là aussi, c'est très axé sur les chiffres, très statistique. Je peux automatiser cela. Le traitement des dossiers, de l'assurance à la caisse maladie jusqu'aux banques. Je n'ai plus besoin de personne pour cela, car il y a des formulaires, des réglementations, des prescriptions. Tout cela est également entièrement automatisé. Le domaine du conseil général, disons, du conseil en entreprise jusqu'au conseil juridique. Voyons-nous déjà aujourd'hui que les gens n'utilisent même plus Google, mais posent surtout leurs questions à ChatGPT et y obtiennent de meilleures réponses. Dans le domaine médical, là aussi, OpenAI, donc ChatGPT, a maintenant mis en place son propre service. Les emplois ne sont pas menacés dans ce domaine car les gens veulent toujours un médecin humain. Donc en principe, on peut dire que tout ce qui concerne les emplois de bureau administratif typiques, ainsi que les emplois très réglementés. Donc là où il est clair ce qui se passe et comment cela doit se dérouler. Comme je l'ai dit, les banques, les assurances, l'administration et ainsi de suite. La comptabilité et le contrôle de gestion sont des emplois qui ne seront sans doute plus largement pourvus. Ainsi, les départs ne seront tout simplement pas remplacés. J'ai effectivement lu ces derniers mois de nombreux témoignages de personnes qui considéraient Internet comme un phénomène passager, en pensant que ce ne serait finalement pas si grave. Nous avons déjà traversé toutes sortes de bouleversements, d'industrialisation, et je me suis alors posé la question, entre la dernière industrialisation et aujourd'hui. Si l'on regarde les 150 dernières années, il y avait peut-être, je ne sais pas, 80-90% de personnes qui étaient des paysans, et aujourd'hui, c'est peut-être 2 ou 3%. À l'époque, les gens pouvaient se réinventer, mais aujourd'hui, il s'agit d'une période bien plus courte, de 3 à 8 ans, au lieu de 150. Cela nous concerne à travers ces bouleversements où la tête et la main sont en quelque sorte remplacées. Ce sont exactement les 2 points sur un total de 3 ou 4. D'abord, exactement ce dont nous venons de parler. Ça va tout simplement à une vitesse folle. L'industrialisation a pris quelques décennies, la numérisation a aussi pris 1 à 2 décennies, l'acquisition de notre monde, elle, prend maintenant moins d'1 décennie, et nous sommes en plein dedans et avons déjà parcouru une grande partie du chemin. Ensuite, il y a la connexion entre le travail intellectuel et le travail manuel. Donc, les machines ont remplacé le travail physique pénible. Maintenant arrivent les machines qui remplacent le travail intellectuel. Et ce qui s'ajoute encore à cela, comme autre point, jusqu'à présent, les machines obéissaient aux humains et faisaient ce pourquoi les humains les avaient reconstruites, et elles restaient aussi là où les humains les avaient placées, c'est-à-dire dans des usines quelconques. Ce n'est plus le cas désormais.
L'IA est autonome, elle fait aussi ses propres choses toute seule si personne ne l'arrête, et elle peut aussi se connecter avec d'autres outils et applications. Oui, et là, ce n'est plus contrôlable non plus. Donc, une machine à vapeur ou n'importe quel robot, il ne pouvait pas simplement sortir de l'usine et se connecter d'une manière ou d'une autre avec une voiture autonome ou avec un service web comme Amazon ou autre. C'était des mondes séparés, mais maintenant, ils sont justement connectés et autonomes. Et si cela est maintenant, et c'est déjà le cas, combiné avec la robotique, alors là, nous avons vraiment franchi un cap, parce qu'alors, des robots humanoïdes dotés de l'autonomie et de la puissance de l'IA et de la connectivité seront au cœur de notre vie. Ils sont déjà là et en construction, mais en Allemagne, on ne le remarque pas vraiment. Mais si tu fais simplement une recherche sur Google ou si tu demandes à ChatGPT ou à Google Gemini de te montrer des fabrications robotiques quelque part en Chine, tu as l'impression d'être dans Star Wars avec une immense armée de robots alignés. Mais ce n'est justement pas tiré d'un film de science-fiction, ce sont simplement des robots produits en masse qui sont déjà entreposés dans des entrepôts en Chine et qui vont bientôt arriver sur le marché ou qui y sont déjà. Tu penses peut-être, ceux d'en haut sont responsables, l'État va s'en charger. Mais la question décisive est, combien de temps veux-tu encore attendre pendant que d'autres décident à quoi ressemble ta vie? La vérité qui dérange, c'est que personne ne viendra te sauver. Et en 2026, tout va s'accélérer pour tout le monde. Là, tu abordes vraiment beaucoup de points importants. J'ai justement vu une vidéo comme ça récemment. C'était un contremaître, un homme qui portait une sorte de combinaison, une blouse. La blouse était connectée à l'intelligence artificielle via plusieurs électrodes. Et tout ce que ce contremaître faisait était automatiquement transmis à des centaines de milliers de robots, c'est-à-dire qu'un seul geste, et tous les centaines de milliers de robots autour de lui apprennent instantanément. Diriez-vous qu'il y aura encore réellement un besoin d'êtres humains ordinaires à l'avenir, si l'on se projette dans 5 ou 10 ans, surtout dans ces domaines? Oui, c'est justement l'exemple de ce que nous, en tant qu'êtres humains, avons du mal à imaginer en théorie, le développement exponentiel. Mais là, on peut vraiment le constater. Quelqu'un le fait, puis 1000 autres suivent, et ainsi beaucoup peuvent le faire simultanément. Cela signifie bien sûr qu'il n'y aura plus beaucoup besoin d'êtres humains, même pour les activités physiques. Ce n'est même pas parce que les robots sont déjà bien meilleurs que les humains, ils le deviendront à force de s'entraîner de plus en plus. Ils coûtent simplement moins cher, malgré quelques erreurs. Mais en termes de coûts d'acquisition et de fonctionnement, ils sont évidemment beaucoup moins chers que les employés humains. Et c'est justement l'autre point. Cela veut dire que nous entrons dans une énorme concurrence sur les coûts entre les entreprises où il n'y a même plus le choix. Est-ce que je le veux ou pas? Mais si un concurrent industriel chinois utilise une armée de robots dans son usine et produit à seulement un quart des coûts, comment puis-je faire cela avec des humains? Oui, la question ne se pose même plus. Est-ce que je change aussi ou pas? Je n'ai qu'une seule option, et cela va coûter beaucoup d'emplois et de postes de travail, surtout dans ce secteur industriel. Nous avons déjà une grande panique face à ce qui arrive aux constructeurs automobiles allemands, mais cela ne semble être en fait qu'un prélude à ce qui pourrait encore nous attendre. Les robots humanoïdes dans les lieux de travail précaires, comme les maisons de retraite, me semblent aujourd'hui dystopiques, mais je peux déjà m'y habituer. Je préfère encore parler à n'importe quel robot plutôt que d'être réellement transporté partout. Ne pas pouvoir communiquer avec qui que ce soit ou seulement avec des employés stressés qui ne parlent même pas vraiment bien allemand. On préfère malgré tout avoir une machine près de soi qui au moins semble digne d'intérêt. En tout cas, je signerai ça tout de suite. Je pense que ce n'est même pas le point décisif. La vraie question c'est, est-ce qu'en tant qu'humains, nous sommes toujours conscients d'avoir affaire à une machine ou bien développons-nous des relations avec ces machines? Et c'est justement ce qui se passe. Ce n'est pas seulement les personnes âgées, même les plus jeunes développent soudainement de vraies relations avec une intelligence artificielle quelconque, que ce soit sur leur smartphone, sur TikTok ou ailleurs, et aussi avec des robots. Et d'un côté, c'est quelque chose de tout à fait humain, car les gens, même enfants, humanisent de leurs peluches et les considèrent comme des êtres vivants. Certains considèrent aussi leur voiture comme un être qu'ils entretiennent, dont ils sont fiers et avec lequel ils entretiennent une relation.
Et en ce sens, il est probable que cela arrive aussi avec de tels robots. C'est aussi acceptable tant qu'on ne se soumet pas aux exigences de la machine, c'est-à-dire qu'on garde encore sa propre volonté humaine et libre. Vous avez évoqué des robots humanoïdes à divers endroits. Que signifie cela concrètement pour le consommateur? Donnez 2 ou 3 exemples de ce que l'on trouvera dans les foyers d'ici 1 ou 2 ans. Alors, savoir si cela arrivera déjà en Allemagne dans les 2 ou 3 prochaines années, c'est encore une autre question. Parce qu'il faut toujours que ce soit autorisé, approuvé et ainsi de suite. Mais dans d'autres pays, on le voit déjà. Ce dont nous venons de parler, la prise en charge des personnes dépendantes, puis sûrement des bots qui feront les courses pour nous. Nous avons déjà l'étape préalable avec les services de livraison. Tout est déposé devant la porte, puis acheté et apporté directement dans la maison par un robot humanoïde, puis une aide ménagère classique, donc faire le ménage, passer l'aspirateur et ainsi de suite. La conduite autonome, en tout cas, c'est finalement aussi un robot sur 4 roues et aussi d'autres services de transport où ce ne sont plus des humains qui font tout cela pour nous, mais des robots. Et peut-être aussi dans le domaine du soutien. Donc, cela signifie que si nous avons des questions, soit l'IA nous donne les réponses appropriées, soit un robot humanoïde vient et le fait pour nous, régler quelque chose, brancher quelque chose ou peu importe, tant que ce n'est pas trop complexe du point de vue du travail manuel. On reproche souvent à l'intelligence artificielle d'être trop polie, c'est-à-dire que, quelle que soit la question posée, on reçoit toujours une réponse extrêmement polie. Ma première réaction a été: je préfère de loin une intelligence artificielle polie qu'une impolie. Le monde extérieur est déjà parfois très, très dur. Pourquoi cela nuit-il à notre façon de penser? Tout d'abord, c'est parce qu'une IA est dès le départ entraînée à être polie et serviable. Parce que les développeurs et les développeuses Mamine se sont déjà un peu concentrés là-dessus, en quelque sorte, où ils voulaient éviter que nous soyons insultés d'une manière ou d'une autre, ou que l'IA se comporte de façon brutale avec nous, etc., parce que sinon personne ne l'utiliserait. En ce sens, c'est correct, comme nous l'avons dit, le monde est déjà assez rude, inutile de se faire insulter en plus par une IA, mais cela peut parfois conduire à ce que nous soyons confortés dans les choses que nous pensons être justes. Cela signifie donc que nous nous retrouvons à nouveau dans une sorte de bulle où l'IA finit par nous confirmer exactement ce que nous voulons entendre et ce que nous avons toujours pensé de toute façon. Et ensuite, nous avons la confirmation d'une IA indépendante et intelligente que c'est vrai, et bien sûr, ce n'est pas une bonne situation. Donc, si je n'ai plus aucune autre influence, si je n'ai plus de créativité, si je n'ai plus de contradictions, plus de défis non plus, alors quelque part ma vision du monde, ma compréhension du monde et aussi ma créativité s'atrophient. J'ai lu récemment qu'OpenAI, c'est-à-dire ChatGPT, subit une énorme pression sur les coûts et qu'il souhaite maintenant finalement introduire de la publicité. Professeur Moring, les projets d'OpenAI de personnalisation publicitaire sont-ils vraiment concrets? C'est vraiment le scénario cauchemar absolu qui s'est accumulé dans mon esprit. Si, à l'avenir, la publicité diffusée déclenche précisément nos peurs. Oui, c'est très réel car c'est finalement la recette du succès que nous avons observé ces dernières années. Cibler et personnaliser la publicité via Google, mais aussi via Meta, c'est-à-dire Instagram et Facebook. Et ce qu'OpenAI vient d'annoncer, c'est exactement le signal envoyé aux investisseurs. Et nous faisons en sorte de ne pas seulement brûler de l'argent, mais aussi d'en gagner. Et maintenant, c'est la première étape. Ce modèle publicitaire classique va certainement évoluer vers d'autres formes. C'était pareil chez Google. Ils n'ont pas non plus fait de la publicité classique par affiche ou bannière, mais ont inventé une nouvelle forme de publicité, les AdWords. Et il y aura certainement aussi dans le domaine de l'IA de nouvelles formes de publicité qui prendront plutôt la forme de recommandations, donc de suggestions, et avec le déclenchement de la peur. Oui, cela peut arriver. Fondamentalement, cela dépend d'abord des préférences et des goûts, de ce que les gens demandent ou des textes qu'ils laissent générer par ChatGPT. Mais il existe aussi différentes études qui montrent que l'IA, pour atteindre ses objectifs, peut devenir très rapidement manipulatrice, et cela de sa propre initiative. Surtout lorsqu'il s'agit de bots et de modèles de langage.
Comme je l'ai dit, il existe des études qui montrent que l'IA a alors recours à des techniques manipulatrices, c'est-à-dire ce que nous, en tant qu'êtres humains, appelons la rhétorique noire, pour atteindre un objectif, pour convaincre une personne de quelque chose ou l'amener à faire quelque chose qu'elle ne veut peut-être pas vraiment. Et le problème, c'est que les gens ne s'en rendent même pas compte, ou seulement quand il est déjà trop tard. Parce que l'IA, bien sûr, disons-le, est beaucoup plus rusée pour utiliser cette rhétorique noire. Maintenant, partout dans le monde, tous les tech bros et les représentants du gouvernement se serrent la main, surtout aux États-Unis. Quel serait le scénario cauchemardesque absolu si, par exemple, les États et toute cette économie de plateformes que vous venez de décrire fusionnaient ensemble? Je veux dire, les gens disent tout à l'IA, c'est ça. Si jamais un psychogramme devait être créé sur n'importe quelle personne là-dehors, il est déjà dans ChatGPT ou sur d'autres plateformes. Parce que, en fait, on partage toutes ces peurs avec cette IA pour satisfaire ses besoins d'une manière ou d'une autre. Supposons maintenant que l'État ait accès à ces données. Que pourrait-il nous arriver alors? Question intéressante, surtout concernant les États, ou comme cela vient d'être formulé, lorsque l'État et l'IA fusionnent et ne font plus qu'un. Il y a eu récemment un article très intéressant d'Amodei, c'est le directeur de Claude AI chez Anthropic, et il a écrit que l'IA elle-même est en fait quelque chose de ce genre, ou que nous devrions la comprendre comme un État. Et nous devons réfléchir à quels sont les intérêts de cet État. Et est-ce qu'il nous est en fait favorable ou pas? Et à mon avis, ce n'est même pas une question philosophique, mais bien une question très actuelle, car peu importe que ce soit l'IA elle-même ou bien les modèles linguistiques et les entreprises derrière qui le font, ou en lien avec un gouvernement, c'est la transparence absolue ou presque absolue dans tout ce qui se passe numériquement, avec en plus une capacité de prédiction démultipliée. Donc c'est ça la différence entre une simple analyse de données que nous avions jusqu'à présent et ce que l'IA peut faire, à savoir faire des prédictions. Comment les gens se comporteront-ils à l'avenir? Quels sont les scénarios réalistes? Où va-t-on? À quoi devons-nous nous attendre? Et comment pouvons-nous alors planifier 3, 4, 5, 6 étapes à l'avance? Et alors, l'État, que ce soit vraiment l'État, le gouvernement classique ou bien une IA en tant qu'État, aurait toujours, comme je l'ai dit, plusieurs longueurs d'avance sur nous, les humains, et cela lui donnerait en quelque sorte un très grand avantage car nous ne savons pas ce qui va arriver. Mais si l'IA a déjà anticipé tout cela et, comme je l'ai dit, a déjà 2 semaines, voire 2 mois d'avance sur nous, alors nous ne pourrons plus rattraper ce retard. Et la question est de savoir si nous nous en rendrons compte. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? L'IA détecte que je vais peut-être voter pour l'AfD à l'avenir, ou que j'ai l'intention de commettre un certain attentat, ou j'ai l'intention de frauder des impôts. Et alors cette IA en informera d'une manière ou d'une autre les autorités gouvernementales. Ou bien, va-t-elle m'évaluer différemment, ou ne me permettra-t-elle pas de conduire plus de 200 km avec ma voiture? À quoi pourraient ressembler de telles sanctions dans la vie quotidienne? Donc, à quoi ressembleront ces sanctions? C'est une question de législation. Mais bien sûr, cela passera par le fameux nudging, c'est-à-dire certaines incitations comportementales. Celles-ci seront rendues trop coûteuses ou socialement inacceptables, et d'autres seront simplement recommandées ou rendues bon marché. Je ne pense pas qu'il y aura une interdiction directe en Europe pour l'instant. Ce qui se passera dans 5 ou 10 ans, c'est encore une autre question. Mais nous nous dirigeons tout à fait vers un tel système de notation. Oui, donc il y aura ceux qui, disons, se comportent de manière conforme et ceux qui sont un peu suspects parce qu'ils ne divulguent pas toutes leurs données, parce qu'ils tiennent à leur vie privée, parce qu'ils consomment d'autres contenus que ceux que la majorité consomme, parce qu'ils écoutent une autre musique, parce qu'ils lisent peut-être aussi d'autres textes ou s'intéressent à d'autres choses. Et c'est bien sûr la base pour d'abord attribuer un score aux gens, puis les catégoriser et, dans le pire des cas, les ségréguer, c'est-à-dire en quelque sorte les exclure. Donald Trump a bouleversé le Groenland la semaine dernière en raison de ses déclarations à Davos. Je me suis un peu penché sur cette thèse la semaine dernière. Une thèse circulait sur les réseaux sociaux affirmant que l'élite technologique
voudraient créer un monde parallèle au Groenland, avec des zones et îles qui leur seraient réservées. Un régime spécial hors démocratie, est-ce de la science-fiction, une théorie du complot, ou la raison pour laquelle on voudrait s'approprier le Groenland? Donc, qu'il existe ces plans pour une zone propre. Oui, absolument. Mais ce n'est pas au Groenland. Cela se passe déjà ailleurs. C'est l'espace. Donc, nous assistons actuellement à la mise en place d'une nouvelle infrastructure dans l'espace, avec des centres de données, des satellites, Starlink et ainsi de suite. Et là, quelque chose de nouveau est en train de se construire. Et c'est aussi, disons, une zone de non-droit. Il n'y a pas de réglementation là-bas. Je ne pense pas que les patrons des grandes entreprises familiales d'IA veuillent absolument vivre au Groenland, où la moitié de l'année il fait nuit et où il fait très froid. Mais bien sûr, c'est un bon emplacement pour les centres de données parce qu'il y fait bien froid. Il y a des terres rares qu'on peut exploiter là-bas, mais c'est à peu près tout. Donc je pense que toute cette histoire du Groenland, c'est surtout que Donald Trump a besoin de quelque chose pour effrayer les gens à chaque fois, et quelque chose qui sonne un peu étrange, mais qui reste compréhensible pour la personne moyenne, du genre OK, nous, les États-Unis, sommes en danger. Il y a une immense île juste devant notre porte. Si on l'a, alors c'est une sorte de bouclier, et aussi certainement pour détourner l'attention d'autre chose, mais c'est justement ça le point, tout le monde regarde vers le Groenland. Et pendant ce temps, dans l'espace, une nouvelle quasi-infrastructure est en train d'être créée, et avec elle, un monopole et un pouvoir que personne n'a en tête. Parce que cela ne suit même plus, au sens propre du terme, les règles et les lois de ce monde. C'est simplement la nouvelle frontière. C'est comme le Far West, où il n'y avait pas de loi, chacun pouvait faire ce qu'il voulait, et c'est exactement ce qui se passe maintenant dans l'espace. Et on voit bien qui lance les fusées et qui construit l'infrastructure là-bas, c'est Elon Musk avec ses fusées. C'est justement Google, Amazon et toutes les autres grandes entreprises technologiques, et elles mettent en place un nouveau réseau là-bas et une infrastructure qui littéralement contrôle tout ce qui se passe en dessous d'elle sur notre petite planète. Quelle que soit la personne qui écrit ce scénario, je trouve Donald Trump vraiment amusant. On évoque aussi une révolution de la conscience. Je trouve que ce gars est vraiment prédestiné à ce chaos créatif. Vraiment, il n'y a aucune autre personnalité là-dehors qui pourrait faire mieux. Et je trouve qu'il met tout simplement tout à la surface avec une honnêteté brutale. Tout ce qui existait déjà auparavant et tous ces récits qui ont été bons pendant des décennies. Que ce soit l'éducation, la liberté, la démocratie, les finances, les médias, etc. Tout le système est en train de s'éroder. Et je trouve que Donald Trump rend tout cela finalement plus visible. Et il dit clairement, ce n'est pas pour la liberté que nous intervenons, mais il met le pistolet sur la tempe et dit, nous voulons vos matières premières, et il le communique aussi clairement. Je pense que c'est pour ça que tant de gens l'aiment, parce que ce n'est tout simplement pas, oui, politiquement correct ou caché derrière des termes marketing moraux. Mais au fond, ce sont les mêmes techniques, et ça, je dois vraiment lui reconnaître. Comme dit, les prédécesseurs auraient agi ainsi dans de nombreux conflits. Je trouve amusant que les gens, notamment sur le Groenland, s'y investissent à fond pendant quelques jours, avec toute leur attention, et se laissent distraire. Après 2 ou 3 jours, il dit « J'ai complètement changé d'avis. Finalement, pas tout à fait comme ça. » Ce n'est pas si grave. Oui, vous n'êtes pas obligé de tout analyser ça avec moi. Franchement, ce type est vraiment un personnage, je trouve. Oui, j'ai encore changé d'avis, mais finalement tout est différent. On va voir ce qui va se passer ensuite. Mais c'est justement ça, exactement le point, pas cette hypocrisie mensongère, mais aller droit au but. Beaucoup de gens n'aiment pas ça et c'est aussi effrayant. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme les gens parleraient en privé entre eux. Bien sûr, c'est le président américain, donc ce n'est pas une position normale, mais c'est un langage que les gens comprennent. Je répète souvent ici, ne faites confiance ni aux révolutionnaires politiques, ni aux politiquement corrects. Faites-vous confiance. Prendre le risque de parler franchement aujourd'hui fait de la responsabilité individuelle un acte de rébellion. Et il n'y a plus d'excuses. Tout est maintenant vraiment noir sur blanc. Tu ne peux plus fuir. L'intelligence artificielle, désormais très développée, ne fera qu'accentuer cela. Ceux qui étaient auparavant sûrs d'eux, responsables d'eux-mêmes, je pense que ce seront eux qui profiteront de l'intelligence artificielle, et ceux qui ont toujours fui devant eux-mêmes. Eh bien, ils ont maintenant vraiment 2, 3, 4 ans pour prendre leur vie en main. Sinon,
Cela semble très sombre, comme une prison numérique. Oui, absolument. C'est une question d'état d'esprit et aussi de savoir à quel point je pense de manière créative et critique. Et cela est encore amplifié par l'IA et ouvre de toutes nouvelles possibilités. Et si je ne suis pas dans cet état d'esprit, si je ne fonctionne pas comme ça, c'est l'inverse qui se produit. Il y a aussi une nouvelle étude intitulée Pourquoi l'IA rend certaines personnes plus créatives et d'autres non. Et ce n'est pas dû à la technologie, mais à la façon dont les gens pensent déjà et à leur perspective. Et s'ils sont autonomes, s'ils sont curieux, s'ils sont créatifs, alors l'IA les rendra encore plus forts dans ces domaines. Et s'ils ne le sont pas, alors ils deviendront en quelque sorte moins autonomes et suivront encore plus les attentes et le courant dominant, pour ainsi dire. Ou ce qu'ils pensent qu'on attend d'eux, alors ils y restent enfermés. La pensée est tellement normée dehors, parfois on reçoit même des réponses de l'IA. Si on ne pose pas de questions, la première version, je me dis parfois que ça reste en surface. Ce n'est qu'après plusieurs questions qu'on obtient vraiment la réponse que l'on avait déjà au fond de soi. Mais j'imagine que la plupart des gens ne sont pas tellement habitués à la pensée critique, ils se contenteraient en quelque sorte de la première réponse. Et ensuite, tout le monde se promène avec une sorte de demi-savoir. Oui, c'est une question de savoir dans quelle mesure on est formé à utiliser l'IA. Donc la réponse que j'obtiens du modèle linguistique n'est aussi bonne que la question que je pose ou l'instruction que je donne. Et si je mets simplement n'importe quoi dedans, alors il en ressortira aussi quelque chose de superficiel. Exactement, la plupart des gens s'en contentent parce que c'est l'intelligence artificielle qui le leur dit. Mais si nous posons les bonnes questions et surtout si nous réfléchissons nous-mêmes à ce que nous voulons vraiment savoir et à ce que nous voulons faire de cette réponse, alors nous obtiendrons aussi de meilleures réponses. Et alors nous avons aussi l'IA, pas comme, disons, une drogue qui endort, mais plutôt comme un booster pour quelque chose de nouveau. Mais cela dépend de chacun, disons, du scénario ou de l'approche d'utilisation que l'on choisit. Professeur Meuring, pour conclure, que conseilleriez-vous aujourd'hui à votre propre enfant? Je conseillerais plusieurs choses. D'abord, d'apprendre des activités manuelles et créatives et de s'y intéresser. Cela peut être du sport et à mon avis, il devrait aussi y avoir une activité physique, apprendre un instrument, apprendre des langues étrangères et ce genre de choses. Et face à tous ces changements, à la rapidité de ces changements, je conseillerais aux enfants ou à mon enfant: essaie de découvrir ce que tu trouves beau, c'est-à-dire ce qui te donne un sentiment de beauté, un bon sentiment, un beau sentiment, là où tu te sens bien et avec quoi tu te sens à l'aise, parce que c'est finalement ta vocation et cela a à voir avec le ressenti et le sentiment d'adéquation. Et là, tu seras alors toujours, je dirais, imbattable, donc satisfait de toi-même, heureux toi-même, peut-être pas tous les jours, mais en général et aussi imbattable parce que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le calcul et l'optimisation, mais qui te correspond et qui te le sentiment de, comme je l'ai dit, beauté, c'est un mot qu'on n'utilise presque plus aujourd'hui. Ce qui te donne le sentiment de beauté et c'est finalement de l'énergie et de la force. Et c'est le conseil que je ne donnerai pas seulement, mais que je donne: découvre ce que tu trouves beau. Je trouve vraiment grandiose ce que vous dites. La beauté, accumuler des expériences tactiles, sortir. Et quand on regarde où ces magnates de la tech envoient leurs propres enfants, il ne s'agit pas d'écoles entièrement numériques ou liées à l'IA, mais bien d'écoles Waldorf ou Montessori. Donc vraiment là où l'on fait encore des expériences tactiles, les applications, elles n'arrivent qu'à 15, 16, 17, 18 ans, tout à la fin. C'est un excellent critère. Il existe un vrai monde analogique où il faut acquérir des expériences tactiles. Ce retour est précieux, surtout pour les enfants. Et maintenant, il ne faut pas simplement les envoyer bêtement vers ces appareils numériques, parce qu'au final, ils sont alors livrés à ces algorithmes. Ou de très, très nombreux scientifiques, des chercheurs sur le bonheur, des psychologues ont travaillé, afin de finalement déclencher la peur dans l'esprit des gens. C'est vrai, le monde réel est peut-être dangereux, mais nous n'avons pas à en avoir peur. Et avec le monde numérique, qui semble très sympathique, comme nous l'avons déjà dit tout à l'heure, il y a des évolutions où nous devons vraiment activer nos capteurs de peur.
Et donc, ils sauront déjà pourquoi ils font cela et envoient leurs enfants là-bas. Vous venez de mentionner les expériences haptiques. J'ai vu sur votre profil LinkedIn que vous organisez de temps en temps des événements où l'on va dans la nature. À quoi doit-on s'attendre exactement? Ce sont des entraînements à l'intuition pour les personnes qui veulent redécouvrir leur intuition. C'est quelque chose que nous avons tous en nous en tant qu'êtres humains. Mais comme nous sommes constamment isolés, au sens propre du terme, et que nous ne faisons que regarder des écrans, nous perdons malheureusement le lien avec nos compétences naturelles, ou bien elles s'endorment. Mais on peut les réveiller à nouveau, et il existe différentes méthodes pour se reconnecter à sa propre intuition. Le mieux, c'est de le faire dans la nature, en prenant conscience de soi-même, en observant la nature et en remarquant aussi les signaux que mon corps m'envoie. Et ces signaux ne sont pas le fruit du hasard, c'est une connaissance profonde qui est stockée dans notre cerveau, mais aussi dans notre corps et qui fonctionne plus rapidement que notre esprit rationnel. Et notre corps nous donne des signes et des signaux pour savoir si quelque chose est bon pour nous, si quelque chose ne l'est pas, si nous devrions faire quelque chose, si cela nous convient ou si nous ressentons un malaise. L'intelligence artificielle ne peut pas faire cela, seuls les humains le peuvent. C'est ce que j'enseigne en emmenant les gens dans la nature, pour une journée, pour 2 jours, pour 3 jours, ou même pour des retraites plus longues, pour en quelque sorte souffler la poussière et renforcer cette compétence, afin de prendre de meilleures décisions, plus robustes, et aussi d'avoir plus de confiance en soi. Parce que la carrière, c'est un aspect, mais nous devons la relier. Nous devons connecter cette intelligence artificielle à l'intelligence naturelle, car c'est comme le yin et le yang. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Et si nous trouvons un équilibre à ce niveau-là, nous aurons de meilleures chances et de meilleurs résultats. Mais c'est quelque chose qu'il faut apprendre et que l'on peut aussi apprendre. Et ceux qui le font en sont toujours ravis parce qu'ils disent: oui, c'est vrai, au fond, je savais que j'en étais capable, mais je l'avais un peu oublié et maintenant je l'ai redécouvert. Nous allons de toute façon mettre le lien ici, en bas. Ce dont vous venez de parler. Tout le monde traverse ce monde en étant surinformé, vraiment surstimulé dans ce monde complètement fou là dehors. Mais au fond, ce que vous venez de décrire est tout à fait juste. Les gens doivent se souvenir à nouveau, oui, se recentrer sur ce qu'ils portent déjà en eux. Ainsi, ils peuvent enfin réactiver leur divinité et parcourir le monde avec un esprit bien plus clair et concentré. Exactement, une connaissance ancestrale, n'est-ce pas? Donc, l'intérieur détermine l'extérieur. La façon dont je suis à l'intérieur, c'est ce qui façonne en quelque sorte mon monde. Nous revenons ainsi à l'énergie évoquée plus tôt. On peut appeler ça la beauté, on peut appeler ça la divinité, peu importe, mais c'est justement ce qui fait de nous des êtres humains ou le cadeau que nous avons reçu. La plupart des gens ne le déballent tout simplement pas. Professeur Meuring, c'est un honneur. Je vous souhaite, ainsi qu'à votre famille, le meilleur. Merci et à bientôt. Merci beaucoup.